Je pense qu'on peut avoir le sens du dialogue de manière innée. Et après, sur la manière de le créer, de le faire vivre, de le transformer, ça s'apprend, je pense. Mais je pense qu'on a de manière innée, on a envie de dialogue ou pas. Quand j'étais petite, en fait, j'essayais de faire en sorte que ma famille s'entende bien. C'était pas une bonne idée, mais du coup, j'avais déjà cette envie de créer en fait l'espace de dialogue. Mais du coup, voilà, je l'ai transformé pour en faire effectivement un mode d'intervention. Mais oui, je suis foncièrement attachée au fait qu'on se parle. Parce que je trouve que c'est tellement magique. Je m'appelle Céline Collot, j'ai 49 ans, je suis maman de deux petites filles de 13 ans et 10 ans et demi. Aujourd'hui, je travaille dans un cabinet de conseil en stratégie sociale, je suis consultante manager. Alors, pour revenir un petit peu sur mon parcours, donc moi j'ai fait des études en histoire, dont je suis très fière, de l'histoire contemporaine. Et notamment, j'avais fait un mémoire sur la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui justement essayait de composer en fait un équilibre entre ce que voulait le pouvoir soviétique et ce que voulaient les États-Unis, donc au moment de la guerre froide. Et c'est ça qui m'a donné envie en fait de jouer des équilibres en permanence. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez fabuleux de trouver l'équilibre commun entre des intérêts divergents. Et donc après ce parcours d'histoire, j'ai intégré le CNAM pour faire un DEA en ressources humaines. Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de militants CFDT qui faisaient de la formation continue. Donc ce DEA était passionnant de par le fond et de par les rencontres que j'ai pu faire. Et pour moi, les rencontres sont effectivement un peu un vecteur dans mon parcours professionnel, je vais y revenir après. Et en même temps que ça, j'étais assistante parlementaire, parce que j'avais besoin de travailler aussi pour mes études. Et j'ai eu la chance d'avoir ce travail d'assistante parlementaire donc, au niveau de l'Assemblée nationale. Et je travaillais sur tous les projets d'emploi et de formation, et notamment sur le projet de loi qui a mis en place la validation des acquis de l'expérience. Et donc après ce DEA, j'ai intégré la Confédération CFDT, donc en tant que chargée de mission au départ, puis secrétaire confédérale ensuite. Et c'est pour ça que je parlais des rencontres, parce que c'est les rencontres que j'ai pu faire au niveau du CNAM qui ont fait que j'ai eu cette proposition qui me semblait passionnante en fait d'intégrer une confédération syndicale pour justement un petit peu être à ce moment-là plutôt en posture d'interrogation, de questionnement des pratiques syndicales et de comprendre un petit peu comment fonctionnaient les militants de terrain. J'étais dans une équipe qui s'appelait Recherche et Diagnostic, donc avec effectivement des profils sociologiques, donc c'était pour moi très riche parce que ça m'a permis aussi de monter en compétence sur ces aspects-là. Et après, j'ai voulu aussi porter des dossiers parce que j'étais convaincue qu'il fallait avancer sur tout ce qui était sécurisation des parcours professionnels. Et donc j'ai pu intégrer en fait ce dossier-là au niveau de la Confédération. On m'a fait confiance et j'ai porté politiquement ce dossier à ce moment-là. Ce qui m'a permis de connaître un autre monde paritaire au niveau national et de comprendre un peu comment fonctionnait aussi, justement, on reparle de l'équilibre, ces équilibres entre ce que souhaitait le patronat et ce que souhaitaient les différentes organisations syndicales. À la suite de ça, je ne voulais pas non plus rester trop longtemps, j'étais jeune, je savais que si je restais longtemps salariée d'une organisation syndicale, ça pouvait être compliqué pour moi. J'ai déménagé à Lyon et j'ai recherché donc effectivement à avoir un autre poste. Ça n'a pas été facile. Et donc en fait j'ai trouvé, alors là aussi c'est des rencontres qui m'ont permis d'évoluer. J'ai rencontré une personne qui était au sein d'un cabinet d'outplacement qui a été vraiment extraordinaire et qui m'a écouté sur mon parcours, qui m'a conseillé et qui m'a ouvert son carnet d'adresse. Et c'est là où
je pense que vraiment dans un parcours de cadre, en fait, c'est ça qui compte, en fait, c'est d'arriver à créer ces liens. Et c'est grâce à lui que j'ai pu trouver donc un poste au sein de la branche du textile au niveau de Rhône-Alpes, où là j'étais chargée de mission pour pouvoir travailler sur la transmission des savoir-faire, puisque à ce moment-là le secteur se transformait complètement et en Rhône-Alpes ils étaient un petit peu précurseurs, où tout le textile traditionnel se convertissait en textile technique pour que justement les salariés ne perdent pas leur emploi. Donc moi j'avais cette mission de vraiment justement de comprendre les savoir-faire, de faire parler les ouvriers sur leur savoir-faire, de faire des films sur les gestes qu'ils avaient, qu'ils puissent l'expliquer après, et pouvoir comment on pouvait proposer des dispositifs de formation qui leur permettent d'intégrer donc la partie technique, donc avec de la chimie, avec de la plasturgie. Donc c'était passionnant en termes de métier, c'était passionnant, et puis humainement c'était très fort. Et puis j'avais aussi en charge le lien avec la région, avec les partenaires sociaux de la région, puisque j'avais cet aspect dialogue social que je connaissais bien avec des acteurs. Et donc je continue aussi à faire un peu ce que j'avais pu faire au niveau de la Confédération CFDT. Et puis au bout de 2 ans, en fait, j'ai une amie qui m'a conseillé de contacter un directeur d'un cabinet de conseil parce qu'il recherchait un profil un petit peu comme le mien, un peu hybride. Et donc j'ai contacté ce directeur qui m'a dit qu'il voulait en fait un cabinet d'accompagnement du changement. Et il voulait créer en fait une vraie démarche où on intégrait le dialogue social dans ce dispositif. Et on a eu vraiment un très très bon feeling avec ce directeur. Il m'a fait rencontrer son père avec qui j'ai eu aussi un très bon feeling. Et donc j'ai intégré ce cabinet. Et là ça a été une très belle expérience pour moi. Parce que d'une part j'ai intégré la logique de conseil, ce qui était très très nouveau, hein, donc avec cette posture où effectivement il faut prendre du recul, faut écouter le client et reformuler et arriver à proposer des modalités très opérationnelles. Donc c'était pas ce à quoi j'étais habituée, hein. J'étais quand même dans un univers on va dire un peu très très macro, donc ça c'était très formateur pour moi. J'ai appris toutes les méthodes d'accompagnement du changement. Et puis j'ai eu aussi en fait une ambiance d'équipe absolument incroyable. En fait, on était des profils très différents les uns des autres. Quand on est consultant, on a des grades. Et donc on commence par consultant junior, consultant confirmé, et après on devient manager confirmé, directeur. Et donc effectivement au sein de ce cabinet j'ai pu évoluer. Donc j'ai commencé effectivement, j'ai commencé senior parce que j'avais une expérience et qu'ils voulaient reconnaître cette expérience. Et après je suis devenue manager. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'avais en charge à la fois le pilotage des projets auprès des clients et le management des consultants qui intervenaient sur ce projet. Et donc moi je faisais partie de l'évaluation de ces consultants en fin d'année. Et c'est ça dans le conseil qui est très particulière, parce que par rapport à l'entreprise, c'est qu'on a à la fois un management sur projet et à la fois un management hiérarchique. Mais l'un sans l'autre en fait ne fonctionne pas. Et d'ailleurs le management hiérarchique finalement est beaucoup moins riche que le management sur projet, parce que sur projet c'est là où on fait monter en compétence les consultants, qu'on leur transmet les méthodes de conseil, qu'on est aussi à l'écoute de ce qu'ils peuvent proposer et que c'est une vraie intelligence collective, quoi. Donc ça, c'est ce que je trouve intéressant par rapport à l'entreprise. Et ce qui était d'ailleurs très intéressant, c'est que moi, j'étais pas sûre d'être forcément une bonne manager. Et donc c'était les consultants que je manageais qui me donnaient le retour qui était plutôt positif, mais j'ai toujours en fait pensé que je ne saurais pas bien manager, parce que je suis quelqu'un très dans l'écoute, très à créer des ponts, mais j'aime pas forcément être dans l'autorité. Alors j'ai appris à le faire, mais c'est pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Mais voilà, je pense que je le fais de plus en plus, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais encore jeune et quelquefois je me disais, j'avais pas forcément cette légitimité à reprendre certains consultants. Il y en a qui le faisaient très facilement, mais j'étais un peu bluffée des fois parce que je me disais, ils ont 30 ans, ils n'ont pas beaucoup d'expérience et à la fois ils interviennent de manière très autoritaire, comme si c'était évident ce qu'il pouvait dire un consultant, alors que ça ne l'était pas forcément. Donc voilà, moi je me pose beaucoup de questions effectivement sur ce qu'on met derrière le management. Et c'est vrai que c'est plutôt ceux que j'ai managés qui m'ont donné ce retour,
que mes N+1, même si mes directeurs à ce moment-là étaient aussi très dans l'écoute, très dans la bienveillance. Et je pense que cet esprit, justement, il s'insufflait du haut, quoi. Après, j'ai commencé à comprendre le monde du conseil. Le monde du conseil, et là je suis aussi là-dedans, c'est que ça change tout le temps, que les gouvernances évoluent tout le temps, que effectivement les équipes elles se recomposent en permanence. Et donc cette belle époque a duré 2 ans. Le directeur général est parti en désaccord avec le PDG. Et donc, c'était plus tout à fait la même histoire. Et c'est là où peut-être j'ai appris aussi à m'ajuster en permanence à ces changements permanents, alors que j'avais quand même connu avant, hein, parce que j'avais quand même beaucoup changé aussi dans mes expériences précédentes. Mais là, en fait, dans le conseil, quelque part, il y a une sorte de... En fait, on n'applique pas ce qu'on préconise aux clients. Donc, il y a ça aussi quand même qui est quand même assez... Enfin, moi, qui me frappe. Alors, bon, je l'ai intégré, mais c'est toujours étonnant de voir comment on peut faire effectivement tout à fait le contraire de ce qu'on va préconiser aux clients. Et là, c'était aussi une suite de changements permanents. Donc moi, je me suis ajustée, j'ai eu plusieurs chefs différents. Je me suis investie dans la représentation du personnel à ce moment-là, parce que mon PDG aussi trouvait que c'était intéressant que je puisse effectivement... que je puisse aussi le faire. Et donc, en commun accord avec mes collègues élus, je me suis investie sur la partie santé-sécurité au travail. Et donc, ça a été aussi quelque chose d'intéressant parce que ça m'a permis aussi de faire remonter toutes les problématiques de conditions de travail qu'avaient notamment les formateurs qui se déplaçaient énormément et qui n'avaient pas beaucoup de temps de repos. Et puis, j'ai pu, par ce canal-là, aussi dire certaines choses à mon PDG dans sa manière de gérer le cabinet. Et il a été à l'écoute. Voilà, ça c'est sa grande force, je trouve, c'est qu'il a été à l'écoute et que notamment il a mis en place certains dispositifs qui n'existaient pas avant. Bon, après il y a eu quand même beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Toute mon équipe est progressivement partie et moi je me reconnaissais beaucoup moins dans les valeurs en fait de ce cabinet. Mes 2 directeurs auxquels j'étais très attachée sont partis eux aussi pour créer leur propre activité. Et donc moi je suis partie de ce cabinet à ce moment-là. Et là, je perdais le sens vraiment de ce que je voulais faire. Et il y avait une opportunité. J'étais enceinte de ma 2e fille. Je me suis dit que ça permettait de me poser un peu. Je n'étais pas tellement certaine de reprendre le conseil, en fait. Et c'est l'opportunité qui a fait que j'ai intégré ce nouveau cabinet où j'ai pu encore plus réaliser mon savoir-faire de dialogue social que j'avais fait dans le premier cabinet avec une certaine maturité, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc voilà les raisons. Enfin, quand je perds du sens, effectivement, faut que je parte. Là, j'y ai encore du sens par les missions, par l'équipe avec laquelle je travaille, par les consultants que j'accompagne, par les clients, parce que j'ai quand même des super clients avec qui j'ai une très bonne relation, et ça compte beaucoup aussi, quoi. Moi, chaque histoire forte, en fait, m'a donné justement de la force pour créer autre chose. Alors, je suis très sentimentale en plus, donc du coup, effectivement, je mets beaucoup d'affect dans ces histoires, parce que forcément, quand on est sur ce type d'intervention, on n'est pas que des collègues, quoi. C'est qu'on a vraiment, on partage des vraies valeurs, on a envie d'avancer ensemble. Et effectivement, quand cette histoire se termine, c'est dur, c'est très dur. Mais bon, je sais pas, c'est peut-être ma manière à fonctionner. Je me dis, voilà, il y a d'autres histoires qui peuvent se créer, et je retrouve en fait un moteur, quoi, par rapport à ça, quoi. Mais oui, bien sûr qu'on vit des deuils. Mais j'ai aussi beaucoup fonctionné par histoire forte, en fait. C'est ce qui fait que cet esprit, il se diffuse. Et il y a des périodes dans lesquelles, effectivement, il faut accepter en fait aussi ce qui se passe. Mais après, peut-être que ça c'est mon moteur, c'est que je me dis il y a des choses qui peuvent se reconstruire quand même, et qu'il y a d'autres collectifs qui peuvent se créer, et que même si ce collectif il n'existe plus, l'esprit qui a pu animer ce collectif, à mon sens, va perdurer. Et qu'il faut recréer un autre collectif avec d'autres personnes, et moi en fait c'est ça qui me donne envie de continuer d'avancer en fait avec un nouveau collectif, quoi. De continuer, de créer une aventure collective, et du coup c'est ce qui me motive aussi, c'est d'arriver à recréer quelque chose et continuer de diffuser cet état d'esprit aussi, justement, de coopération, de collaboration, quoi.
Après, moi, c'est ce que j'expliquais aux consultants, c'est que, en fait, dans un cabinet de conseil, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Il n'y a jamais d'organisation pérenne. Alors même les entreprises aujourd'hui, on peut le dire, mais on écoute les consultants qui sont inquiets, en essayant effectivement de les rassurer au mieux sur les projets, sur ce qu'on peut faire avec les clients. Et à la fois, on leur donne quand même des informations. On ne fait pas comme si tout allait bien, ça c'est sûr, on ne fait pas comme si tout allait bien, mais on est obligé de filtrer quand même un peu les messages parce que sinon, c'est très, très angoissant. Mais en tout cas, le conseil, c'est tout le temps, parce que dans le conseil, on est tout le temps obligé de changer notre mode d'intervention, l'activité, on rachète une autre activité, donc ça veut dire qu'on recompose les équipes, et puis forcément, en fait, les interventions, elles évoluent en fonction du marché. Une activité va bien fonctionner à un moment donné, le marché évolue, il faut se réinventer en permanence. Et c'est à la fois, c'est le côté passionnant aussi du conseil, c'est qu'en fait, on n'est jamais de manière confortable, on peut pas s'asseoir sur nos acquis. Et les consultants, ils sont aussi, quand ils intègrent le conseil, c'est quelque chose qu'ils doivent savoir également, quoi. Après, il y a plusieurs types de consultants. Il y a des consultants qui sont là qui, depuis très jeunes, donc ils apprennent toutes les méthodes d'accompagnement du changement, par exemple, mais ils ne vont pas être en capacité de conseil parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience, on va dire, de vie. Et là, aujourd'hui, c'est ce que je vois, par exemple, dans mes interventions d'aujourd'hui. En fait, ce que achètent les clients aujourd'hui, c'est de l'expérience. Et on ne peut pas, effectivement, mettre un jeune consultant, là, aujourd'hui, j'interviens sur ce qui est dialogue social, on ne peut pas mettre un jeune consultant face à un client et lui donner des conseils sur la manière de gérer ses syndicats s'il n'a pas lui-même été en situation soit opérationnelle ou soit du côté syndical. Et ça, c'est important aussi, c'est aussi que j'essaye d'expliquer à notre direction, c'est que le conseil, c'est quand même de l'expérience à la base. Et c'est pas tant des dispositifs qu'on déploierait mieux que d'autres, parce que ça... en fait, un cabinet qui vaut un autre, mais surtout ce qu'ils achètent, les clients, c'est cette capacité à comprendre, à reformuler, puis à donner sa propre expérience. Ce qui est très difficile dans le conseil, c'est très difficile d'avoir un esprit collectif autour d'un cabinet. Et donc les consultants, quand ils intègrent un cabinet, tout comme moi je l'ai fait, c'est qu'ils intègrent une équipe. Et donc, quand un consultant arrive, il voit si dans cette équipe il va être bien, s'il a envie de travailler avec ses collègues, et c'est ça qui fait que ça marche, effectivement. Et sur les missions, ça fonctionne bien parce qu'on se fait confiance. En fait, la confiance, c'est le premier vecteur qui permet à une équipe de consultants de travailler ensemble. Moi, c'est ça qui m'a motivée quand j'ai intégré mon premier cabinet de conseil. C'était le discours que m'avaient tenu mes deux directeurs, où je me suis dit, j'ai envie de travailler pour eux. Voilà, ils me font envie dans leur façon de voir les choses, de voir ce qu'est le conseil, comment ils veulent le traduire, ce qu'ils veulent créer comme démarche. Moi, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de travailler pour eux, parce qu'ils disaient, voilà, nous, on veut créer une vraie démarche d'accompagnement au changement, et on veut que le dialogue social soit le pivot de tout ça. Enfin, pas le pivot, mais en tout cas, soit au cœur aussi de toute cette démarche. Et moi, c'est ça qui m'a donné envie de travailler pour eux. Et quand je vois des consultants qui intègrent aussi les équipes, c'est ça aussi, ils ont envie de travailler avec des managers. Et en fait, si le manager ne leur donne pas envie de travailler pour eux, les consultants, ils ne font pas forcément du bon travail. C'est ça qui compte, c'est pas tant les valeurs de l'organisation dans laquelle ils sont, quoi. Et moi, mes consultants, quand je les manage, effectivement, faut que je leur donne du sens, en fait. Je ne leur demande pas une tâche. Et j'essaye maximum de leur dire, voilà, vous avez travaillé sur tel client, voilà le projet de ce client, voilà ce que on nous demande, et voilà comment nous on peut lui apporter quelque chose. Et après, moi, si c'est un consultant junior, ça va être effectivement une mission très ponctuelle de rédaction de livrables, etc. Mais en tout cas, d'avoir la vision globale qui donne envie, parce qu'un consultant qui n'a pas envie fait du mauvais travail. Dans les cabinets de conseil en RH, et nous on est vraiment sur la stratégie sociale RH, c'est pas du tout la même chose, parce que effectivement c'est pas des batteries de consultants qu'on met chez les clients et qui sont là à faire des tableaux Excel. Il faut que nos consultants ils comprennent les problématiques, donc ils ont besoin quand même d'avoir une certaine analyse, et ça on peut les accompagner là-dessus, donc ça c'est intéressant. Après effectivement là où ça peut être limitant, c'est que ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que pour vraiment intervenir en conseil auprès des clients, il faut avoir de l'expérience. Et ça, c'est vrai que les consultants qui intègrent directement les cabinets de conseil après leurs études,
eh ben, ils vont être freinés parce qu'ils ne pourront pas aller jusqu'à donner des conseils. Et nous, c'est pour ça que, d'ailleurs, avec mon binôme, on avait une alternante là, cette année qu'on a accompagnée. Et on lui a dit, il vaut mieux que tu ailles chercher un boulot après l'alternance en entreprise ou voir auprès d'un syndicat pour faire ton expérience et éventuellement après venir dans le conseil. Sinon, dans le conseil, bah, tu vas stagner parce que à un moment donné, bah, justement, si tu veux pas en permanence faire juste des PowerPoint et des tableaux Excel, et ben, il faut que tu aies ta propre expérience et là, tu apportes ton expérience dans le conseil, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est très lié aussi au conseil RH. Et moi, c'est vrai, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose qu'après les écoles, on attaque directement des cabinets de conseil, en fait, parce que on peut être vite formaté aussi. Et puis, bah, c'est frustrant parce qu'en fait, on n'est pas toujours en fonte avec le client, quoi. Moi, j'ai toujours gardé une fidélité avec la CFDT, en fait, tout au long de mon parcours. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui intéressait mes différentes directions. Enfin, je garde complètement en tête l'esprit du dialogue social et l'esprit dans lequel moi, j'ai été aussi formée au niveau de la CFDT, quoi. Donc, c'est ça qui m'anime, en fait. C'est que je ne fais pas du conseil... pour faire du conseil, en fait. C'est que j'ai l'impression de faire avancer les choses, de faire prendre conscience des directions de l'intérêt du dialogue social et de la place qu'ont les élus qui sont en face d'eux. Et je me dis que voilà, j'ai ma petite place, j'ai ma petite contribution à mon niveau et c'est ça qui m'anime tous les jours. Parce qu'effectivement, sinon, je pense que j'aurais beaucoup de mal peut-être à gérer ces transformations permanentes qui... Enfin, il faut être clair, elles ne sont pas toujours du sens, en fait, hein, ces transformations permanentes. Hein, soit ça peut être effectivement, comme je vous le disais, en fonction d'un marché, en fonction d'une lubie d'un directeur qui crée une activité, et donc forcément, bah, faut que cette activité existe. Donc, il n'y a pas toujours du sens. Moi, le sens que j'y ai, c'est que dans ma manière d'intervenir avec les clients, c'est que j'ai l'impression de faire avancer des choses. Et en plus, là, aujourd'hui, j'ai la chance... En plus de travailler avec un binôme avec qui on est vraiment très très aligné en fait sur la façon de voir le dialogue social. Lui-même a été secrétaire de CSE. Donc ça voilà, ça fait aussi partie, pour moi ça m'aide énormément aujourd'hui parce que je suis pas toute seule, je suis plus toute seule en fait à avoir cet état d'esprit. Donc ça compte aussi. Et d'insuffler voilà, ce dialogue social, on a quand même une mission quand même par rapport à ça. Tout en ayant, bien évidemment, on est payé par une direction, on doit faire du chiffre d'affaires, on doit faire de la marge, enfin, et ça je l'entends et c'est normal, ça fait partie du jeu. Et jusque-là, j'ai jamais été attaquée, alors qu'il pourrait très bien en fait regarder mon CV, aller sur LinkedIn, mon parcours est assez transparent en fait. Mais j'ai jamais eu de syndicalistes qui me disent « Non mais vous êtes de la CFDT, jamais on va travailler avec vous ». En fait, ce que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis dans un cabinet de conseil en stratégie sociale, donc qui accompagne aussi les directions, et j'ai plutôt en fait, non vous êtes pro-direction en fait. Mais j'ai même eu en fait des élus CFDT qui au départ avaient un frein à travailler avec moi, en disant « On sait très bien qui sont vos patrons ». Il m'a accueilli avec beaucoup de froideur, il fallait que je fasse mes preuves en fait, et c'est en lui expliquant ma manière d'intervenir, comment on pouvait travailler ensemble, et le fait de trouver effectivement un intérêt conjoint avec la direction. À ce moment-là, c'était un gros conflit avec la direction, hein, qui était effectivement initié par la CFDT. Et donc j'ai essayé de lui expliquer pourquoi il y avait un intérêt vraiment à trouver une solution, à la fois pour lui en tant que responsable syndical, évidemment pour les salariés et pour la direction, enfin que tout le monde avait cet intérêt conjoint. En fait, c'est ça que je recherche chaque fois, c'est quel est l'intérêt conjoint pour qu'on avance ensemble. Et ça, il a été convaincu, et donc comme il avait effectivement une légitimité, un charisme, enfin il emmenait ses troupes de manière incroyable, il a réussi effectivement à mobiliser ses troupes en disant voilà, on va arrêter le conflit, on va faire en sorte de rediscuter avec la direction. Et donc ça s'est fait. Mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est des choses... Moi, je trouve que c'est immense, en fait. Enfin, c'est vrai, comme je vous dis, c'est vraiment une petite goutte d'eau. J'ai pas l'ambition de me dire que je fais changer le monde, mais je me dis que ces petites gouttes d'eau disséminées,
moi j'y trouve un sens, voilà. Et c'est ça qui fait que je m'ajuste en permanence à ces changements d'organisation interne de cabinet qui sont loin, très loin de me donner du sens. Et moi c'est ça qui me motive vraiment, c'est d'établir des ponts, d'établir des espaces de dialogue, pas de rendre les gens d'accord en fait, mais vraiment qu'ils arrivent à se parler, à se confronter dans le respect. Voilà, vraiment ça c'est quelque chose qui m'anime vraiment. J'ai du mal avec la contestation dure, justement, où on ne veut pas se reposer de questions. L'esprit CFDT, c'est d'arriver effectivement à s'adapter aussi à la situation, à s'adapter à certains interlocuteurs et d'être toujours dans la construction, de ne pas faire la chaise vide. Et donc ça, moi, je défends totalement ça. Après, il peut m'arriver aussi de rencontrer des élus CFDT dans des organisations où j'estime qu'ils ne font pas bien le job et où je ne suis pas en phase du tout avec leur façon de faire. Mais aussi, ça aussi parce que ça a été aussi quelque chose qui m'a été demandé, c'est des directions qui me disent « mais pourquoi la CFDT chez nous n'est pas comme la CFDT confédérale ?» Et ça, je leur explique qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est pas une secte, la CFDT, et c'est pas la grande chef, en l'occurrence Marie-Lise, hier, Laurent Berger, qui dit c'est comme ça que tout le monde va fonctionner, et hop, jusqu'aux militants de terrain, on fonctionne comme ça. Et je leur explique la complexité de cette organisation également, qui est faite d'hommes et de femmes, qui ont leur propre moteur, leur propre levier, et qui, en fonction de la situation qu'ils ont dans leur entreprise, bah oui, va réagir différemment. Et si notre entreprise, il faut être dans la lutte, ils vont être dans la lutte. Et c'est pas parce qu'ils sont à CFDT qu'ils vont dire on négocie malgré tout, alors que la direction en face, elle n'a pas été envie de négocier en fait. Donc voilà, c'est en ça où je me dis que je sers, oui, la cause CFDT, parce que la CFDT, c'est quand même la complexité de tout ça, en fait. Il y a un panel d'intervention. Oui, c'est un syndicalisme constructif qui est dans la négociation, mais il y a des moments où il pose des limites et il ne se laisse pas marcher sur les pieds non plus, quoi. Je pense qu'il y a quand même une intelligence profonde dans chacune des personnes et qu'une fois qu'on enlève les casquettes, les historiques, les positionnements, les jeux de pouvoir, etc., on fait quand même appel à cette intelligence profonde à un moment donné, se dire qu'est-ce qui fait qu'on a besoin des uns des autres en fait. Et ça passe par plusieurs phases, parce qu'effectivement les directions au début peuvent nous voir comme vous savez parler au syndicat, donc vous allez leur dire comment il doit fonctionner en fait quelque part. Et donc on leur explique que c'est pas comme ça, enfin on leur explique comment fonctionnent effectivement les acteurs qu'ils ont en face d'eux, syndicaux, les élus, pourquoi ils ont réagi comme ça, et pourquoi nous, ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourra pas faire, et ce qu'on leur propose. Et après, ils prennent ou ils ne prennent pas. Pour l'instant, on a plutôt effectivement des directions qui acceptent en fait de jouer le jeu. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on fait prendre des risques à une direction qui nous paye effectivement, mais en fait, on leur fait prendre conscience qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont en évidence. Et puis ils savent bien que la solution, on va virer un tel parce qu'il nous pollue, ça se fait pas comme ça. Donc, et on leur dit que nous, c'est surtout pas nous qui allons leur donner les solutions pour ça, quoi. Donc c'est ça, en fait, c'est cet argumentaire auquel ils sont sensibles et ils se rendent compte que, oui, il faut qu'ils prennent le risque d'accepter, eux, de se remettre en question pour redialoguer avec les représentants syndicaux, qui aussi se mettent en question. Enfin voilà, on est sur la remise en question de chacune des parties pour qu'on arrive à trouver un nouveau dialogue, quoi. Et je trouve que c'est vraiment incroyable en fait les ressorts qu'on arrive à faire émerger de part et d'autre. On a l'impression que les acteurs de part et d'autre sont complètement bloqués sur leur façon de voir les choses, qui se réfugient aussi dans leur certitude, que jamais ils s'adresseront la parole. Et en fait, on arrive à les faire parler et à leur donner envie d'être de nouveau dans une même salle et de se parler et de se dire des choses que jamais ne s'étaient dites en fait sur l'histoire de l'entreprise en l'occurrence, sur la façon dont ils avaient perçu le relationnel des uns vis-à-vis des autres. En fait, on n'a jamais ce temps-là dans l'entreprise. Ça n'arrive jamais parce qu'on est tout le temps à courir après l'opérationnel, le chiffre d'affaires, l'activité. Et le fait de se poser sur comment on fonctionne ensemble et ce qu'on perçoit des uns des autres, ça n'arrive jamais. Et moi, c'est ça qui m'anime au quotidien, vraiment, c'est d'arriver à créer ces espaces-là. Et j'ai la chance qu'aujourd'hui, les clients achètent ça. Donc c'est ça qui me donne énormément d'enthousiasme et de motivation. Et c'est vraiment, quelles sont les conditions qu'on met en place pour que le client se rende compte, enfin le client et les acteurs, se rendent compte qu'ils peuvent fonctionner autrement
et que demain, ils seront capables de fonctionner autrement, mais sans nous, quoi. C'est un deuil aussi de quitter ce client, et à la fois, on se dit que on a laissé quelque chose qui fait que justement, ça peut fonctionner. En fait, c'est ça aussi le conseil, c'est faire des deuils en permanence d'histoires fortes et d'arriver à continuer à créer d'autres histoires. C'est ça aussi qui est intéressant. Enfin, je pense que c'est là où le métier de consultant est passionnant, c'est qu'on peut toujours créer d'autres histoires et donc se réinventer et essayer de diffuser en fait cet esprit, quoi. Je pense pouvoir dire que jamais, depuis que je fais ce métier, j'ai fait des choses sur lesquelles je pourrais avoir honte en fait. Et j'ai la chance, effectivement, alors je dis à chaque fois j'ai la chance, ou j'ai créé, enfin je sais pas, c'est que le président de mon cabinet de conseil aujourd'hui, en fait, soutient ce mode d'intervention. Alors même si, voilà, il le fait pas, je pense non plus par valeur, hein, c'est que mon intervention, enfin, et pas la mienne, hein, celle de l'intervention de mon activité, en fait, elle remporte du chiffre d'affaires, donc ça leur convient bien. Mais néanmoins, ils pourraient se dire, on fait évoluer vers notre activité plus lucrative. Après, c'est qu'on n'est pas beaucoup en fait à faire cette activité. On est vraiment deux avec des partenaires qui sont effectivement soit d'anciens syndicalistes, soit d'anciens directeurs des ressources sociales qui donc ont aussi cette dimension-là, ou soit effectivement des consultants en interne qui ont envie d'évoluer, quoi. J'essaie de m'affranchir des jeux de pouvoir pour le coup, parce que ce serait tellement facile aussi de s'inscrire dans certains jeux de pouvoir. Parce que les consultants, ils sont toujours... c'est un peu des stars aussi, hein, donc ce sera celui qui sera la star, qui sera repéré par le grand dirigeant, qui créera son activité, son pôle, et puis en fait on a des objectifs qui ne sont pas atteignables, et donc la star du jour deviendra la star déchue 6 mois plus tard. Donc je l'ai vu ça, et donc c'est pour ça que je suis très vigilante à pas rentrer dans ce type de jeu, et en plus justement je le fais pas parce que j'y perdrais mon énergie, et j'aurais plus cette énergie pour pouvoir justement faire mon accompagnement. Donc moi, pour le coup, c'est que l'énergie négative, en fait. Je suis dans l'organisation, je suis connue, mon président me connaît très bien, mon DG me connaît très bien, ils savent ce que je fais, etc., etc. Mais je reste, voilà, à la frontière. Je rentre pas trop dans les jeux parce que je sais que, pour le coup, ça impactera forcément ce que je peux faire en termes d'intervention pour les clients, quoi. Donc pour l'instant, je continue à y voir un sens. Le jour où ça va s'étioler, ou effectivement, ou peut-être qu'on me demandera pour le coup de faire une mission qui ne me conviendra pas du tout, ou le client où là je vais avoir vraiment du mal avec le client, ou effectivement, mon équipe, enfin avec mon binôme, on n'a plus cette osmose, on va dire, peut-être que là, oui, je pourrais m'interroger. C'est que pour l'instant, ça me convient bien. Tout ça s'est construit tellement avec le temps, que là, effectivement, on est à un niveau de maturité, d'intervention qui est intéressante. Je pense que maintenant, effectivement, de par l'expérience qu'on a, de par les clients qu'on a, on comprend l'utilité de notre intervention. Moi, pourquoi je reste dans le conseil, par exemple, c'est que je trouve passionnant le fait d'avoir cette place, en fait, d'analyse de différents secteurs professionnels, de différentes organisations, d'être en contact avec une pluralité d'acteurs, et d'arriver justement à proposer des démarches, parce qu'on est à l'extérieur, on peut avoir cette capacité de recul et d'analyse qu'on n'a pas du tout quand on est en interne. Et puis on a aussi cette voix, oui, quand on est tiers médiateur ou extérieur, on a une voix qu'on n'a plus quand on est en interne, on le voit bien. Et donc ça, c'est cette richesse-là qu'aujourd'hui, moi, j'achète complètement, en fait, et que j'ai pas forcément envie d'intégrer l'entreprise, parce que j'ai l'impression, et c'est peut-être faux, mais j'ai l'impression que j'aurais des marges de manœuvre tellement réduites par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, quoi. Quand on est en interne, il y a des jeux de pouvoir, et donc notre parole est vue à travers ce jeu de pouvoir, à travers effectivement l'influence qu'on peut avoir au sein de l'organisation. Donc c'est ça qui, moi, me fait dire que le conseil en ça est très riche, et surtout le type de conseil que nous on a, quoi.
peut à la fois conjuguer effectivement une capacité d'analyse, d'intervention, à la fois effectivement d'être proche des valeurs de la CFDT et de continuer à faire les ponts entre la CFDT et puis les entreprises. Donc j'ai l'impression d'être au milieu dans un écosystème où je suis au milieu et c'est ce qui me va moi. C'est vraiment en fait, c'est toujours d'être ni dans un camp ni dans un autre, mais au milieu de tout ça et d'arriver à chercher, parce que je dis à chercher parce qu'on ne les trouve pas toujours, à chercher l'équilibre qui fera que ça arrive à avancer, quoi. Moi je trouve que mon rôle en fait à moi c'est d'arriver à trouver les chemins de la régulation en permanence. Et c'est comme ça que je m'accomplis. Donc, je ne suis pas forcément d'avoir une position particulière. Je ne suis pas dans les jeux de pouvoir non plus. C'est ce qui m'intéresse. Après, je ne sais pas encore ce que je vais faire par la suite. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est là où je me sens à l'aise, où je pense que j'apporte quelque chose. Je trouve ça passionnant parce que quand on fait de l'histoire, on voit bien que l'histoire, elle se perpétue, mais elle se perpétue autrement. En fonction aussi des acteurs qui veulent en faire quelque chose et pour autant effectivement on garde cette histoire. Moi toutes les histoires que j'ai pu vivre dans ces collectifs différents, que ce soit la CFDT, que ce soit au niveau de la branche textile Rhône-Alpes, que ce soit dans mon premier cabinet, même à l'Assemblée, hein, j'ai eu aussi des histoires très fortes. Et là aujourd'hui ce que j'ai aujourd'hui, moi ça m'anime et ça me fait, c'est ce qui aussi m'inspire aussi pour tout ce que je peux aussi donner sur les autres histoires à créer. Donc, je trouve que c'est ça qui est... Enfin, c'est ce qui... Enfin, je pense pour moi que pour faire société, c'est ça aussi. C'est que si on s'arrête que à des histoires et qu'on n'arrive pas à recréer d'autres histoires, tout ça s'arrête et on a une responsabilité justement de continuer à créer société et faire en sorte que ça ne s'arrête jamais. Et qu'on diffuse, on transmet, et que ça doit se multiplier, et que soi-même, il faut aussi être dans la continuité, quoi. C'est ça qui est passionnant, c'est de partager effectivement collectivement une façon de voir les choses, et donc de travailler ensemble. Enfin, moi vraiment, et c'est ce qui m'anime dans mes interventions, c'est comment créer les conditions d'un travail ensemble. Et que ce travail ensemble ne soit pas que forcé, en fait. Parce qu'on pourrait, et d'arriver à faire tomber ça, ça crée une dynamique qui est juste fabuleuse, quoi. Tous les jours, ça m'enrichit en fait l'humanité de vraiment des personnes que je rencontre. Moi, ça me donne une énergie, incroyable. Enfin, je sais pas, c'est vraiment c'est naturel. Et donc voilà, de l'énergie, je suis très optimiste en fait. Et ce qui est effectivement ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir aussi transmettre ça. Donc j'ai eu plusieurs consultants juniors que j'ai pu encadrer et à qui j'ai transmis vraiment cette envie de créer ces espaces de dialogue et d'arrêter d'avoir le mépris comme première sensation. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est qu'il y ait des ambassadeurs de cet esprit, de cette envie de créer les équilibres entre les collectifs, qu'il y en ait un peu partout. Et que justement, c'est ça qui fasse qu'à un moment donné, on peut faire changer un peu plus qu'une seule organisation.